Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur AZERTES Hardware FR, une chaîne qui est passionnée de hardware et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ta machine au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et mettre le petit pouce RGB pour le faire savoir. Donc comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer justement à une carte mère ultra haut de gamme de chez ASRock et c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent, donc j'ai le droit de dire absolument ce que je veux sur cette carte mère. Donc si c'est bien, j'ai le droit de vous dire que c'est bien. Si c'est mal, eh ben, j'ai le droit de vous dire que c'est de la merde. Petit point précisé, ici on est quand même sur une carte mère qui, au moment où je fais cette vidéo, coûte encore environ 300 €. Donc c'est une carte mère qui coûte plutôt cher. Et il y en a pas mal qui vont me dire que, quitte à mettre 300 € dans une carte mère AMD, autant partir sur une X570 que partir sur du B550. C'est vrai, mais moi personnellement c'est un style que je recherchais pour une configuration à thème que vous découvrirez très prochainement. Et finalement, c'était celle qui se mariait le plus avec ce que je cherchais. Vous savez tout, mais toutefois, on est là quand même pour tester tout ça. Donc, je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va s'attaquer à l'unboxing de la carte mère. On poursuivra avec les spécifications techniques de cette carte mère. On poursuivra bien entendu par quelques tests des étages d'alimentation, bien entendu. Et puis on finira avec une petite conclusion et mon avis justement sur l'écosystème ASRock. Donc on va commencer directement avec l'unboxing. Pour cette carte mère, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà la boîte est plutôt bien travaillée. Étonnamment pour un produit ultra haut de gamme, on s'y attendait pas du tout. Non, ASRock a quand même tapé plutôt fort ici. Et on se retrouve ici avec des boîtes qui font vraiment penser un petit peu au packaging de chez Asus, à croire que ça vient de la même entreprise. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, ASRock, c'est une filière de chez Asus, donc on a forcément des points qui se retrouvent ici. Et c'est pas forcément les points négatifs qu'on retrouve chez ASRock, parce qu'ils ont quand même hérité de pas mal de choses assez fortes de chez Asus. Et puis du coup, ASRock a hérité un petit peu de tout ça, avec justement un bel emballage qui va pouvoir vous laisser deviner une petite fenêtre ou voir la carte mère. Et puis sinon, bah, c'est un emballage plutôt sympa. On retrouve d'un côté la carte mère où vous tombez directement nez à nez. Si votre carte mère a un défaut, ça vous permettra de le voir directement si jamais il y a des rayures ou quoi. Et c'est ce qui m'a permis justement de voir que ma carte mère était déjà rayée avant même de l'acheter. Puis il y avait même des traces de doigts. Et puis il y avait pas mal de poussière dessus également. Donc le site sur lequel j'ai acheté, qui est rue du Commerce, je les ai prévenus. Je leur ai dit en direct, ma carte mère a déjà été utilisée avant même que je l'utilise. C'est pas normal, c'est un produit neuf. Ce à quoi ils m'ont répondu, de toute façon, elle est juste rayée, donc elle marche. Je vois pas où il est le problème. Je vous fais un raccourci justement de la conversation. Mais globalement, je sens que le service marchand de chez Rue du Commerce, il est vraiment là pour vous soutenir un maximum, quoi. C'est pas mal. Surtout qu'il y a quand même une sacrée rayure sur ma carte mère, donc c'est vraiment des enfoirés. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Vraiment, pour dire si ça marche, il n'y a pas de problème. Bref, pour continuer un petit peu justement sur le reste de cet unboxing, à l'intérieur, vous allez retrouver 4 câbles SATA et l'antenne Wi-Fi, ainsi qu'un petit tournevis qui va vous permettre de visser et dévisser les slots M.2, parce que oui, vous avez des vis propriétaires, enfin c'est typiquement des 6 pans, que vous pourrez retrouver un petit peu de partout en mécanique. Est-ce que ASRock a fait ça pour compliquer le montage ou pour l'esthétique? Personnellement, je pense que c'est plutôt pour un style esthétique ici, pour que ça corresponde un peu mieux au design fini du produit. Puis globalement, comme ils vous fournissent le tournevis, c'est pas tellement une complication de montage ici. Par contre, je suis un peu déçu au niveau des fioritures, on n'a pas vraiment grand chose, hein. D'habitude, vous avez MSI, ils vous fournissent les clés USB, tous les câbles possibles et imaginables pour faire du RGB, et vous avez énormément de trucs justement. Et puis là, chez ASRock, c'est un petit peu timide, quoi. Vous avez le CD, et puis quelques stickers, et puis ça s'arrête là, hein. On va pas aller bien plus loin. Maintenant, on va passer directement autour de la carte mère, et là, on va voir quand même que la conception est plutôt robuste, et en plus de ça, on a un design qui est vraiment magnifique à observer. On va se retrouver ici dans une robe un peu couleur bronze, qui lui offre un style plutôt unique, en plus de ses engrenages, qui représente fièrement le fer de lance de chez ASRock. C'est plutôt sympathique à regarder, justement, toute cette pignonnerie, et ça fait vraiment très plaisir. On a quand même une carte mère où les finitions sont insistées, et même au niveau de l'arrière. Et en plus de ça, vous avez même les petits dessins des engrenages qui se poursuivent sur l'arrière. On a également des bandes LED adressables RGB faufilées un petit peu partout sur la carte mère qui lui offre un style vraiment unique une fois le tout allumé. Et puis pour continuer un petit peu sur le tour de la bête, on va pouvoir observer des dissipateurs de VRM vraiment très imposants qui sont reliés ensemble avec un caloduc. Et du coup, on peut se dire que le refroidissement des VRM est plutôt assuré, mais on verra ça au niveau des tests. Mais voilà, je vous propose de poursuivre la vidéo pour découvrir tout ça. Sinon, au niveau de la connectique et de la capacité d'intégration, on peut mettre un seul processeur, voilà, comme la plupart des cartes mères. On peut mettre jusqu'à 4 slots de RAM qui vont pouvoir supporter jusqu'à 32 Go par barrette, donc un total de 128 Go. Le tout, vous pouvez le cadencer jusqu'à 5200 MHz, donc tout ça, ça se passera en overclocking bien entendu. Et puis si le FCLK a décidé de vous soutenir un petit peu dans cette démarche. Pour ceux qui font un petit peu d'overclocking,
ils comprendront certainement ce que je veux dire par là. Sinon, au niveau du reste de la connectique, on va se retrouver ici avec 3 ports PCI Express 16. Mais bon, vous savez techniquement que quand vous mettez plusieurs cartes graphiques, c'est plus des PCI Express 16. Ça diminue, ça passe en x8 ou en x4. Sinon, on va retrouver également 2 ports M.2. Donc, on a un M.2 Ultra et un M.2 Mega ou un truc comme ça. Je ne sais pas vraiment la différence. Tout ce que je sais, c'est que le plus proche de votre processeur, il est en 4.0 et celui tout en bas de la carte mère, c'est celui en 3.0. C'est à peu près les seules spécifications techniques qui imposent le chipset B550. Et vous pouvez installer jusqu'à 8 SATA. Donc oui, vous n'avez pas rêvé, on a au niveau du stockage, on est quand même plutôt pas mal sur cette carte mère. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, justement, pour poursuivre un petit peu sur l'interface et la connectique, on va pouvoir observer sur cette carte mère 2 ports pour mettre de RGB classique, ainsi que 2 ports pour mettre de l'adressable RGB. Donc niveau LED, vous êtes déjà plutôt pas mal. Qui dit LED dit forcément ventilateur la plupart du temps. Et là, on va se retrouver ici avec 7 prises ventilateur. Donc voilà, niveau ventilation, on va dire que vous êtes plutôt tranquille. Sinon, pour tout ce qui est connectique de façade, eh ben, vous avez bien entendu un port audio pour la façade. Vous avez également 2 ports pour pouvoir mettre des USB 3.0 ou 3.1. Je ne sais plus vraiment le nom du port. Mais voilà, on va dire que ASRock a vraiment insisté là-dessus. Donc vous pouvez mettre vraiment des boîtiers avec des très grosses façades ici, ça tient le coup. Et en plus de ça, vous avez un Thunderbolt qui fait plutôt plaisir. On va profiter un petit peu justement de parler de l'interface de la carte mère pour vous parler un petit peu des boutons qui sont directement intégrés sur la carte mère. On retrouve un bouton démarrer, un bouton redémarrer sur la carte mère pour vous permettre justement de la mettre sur une table de bench sans avoir à brancher un front panel, etc. Bien entendu, ces boutons sont là pour vous permettre de monter toute votre configuration en dehors d'un boîtier pour vérifier que tout fonctionne bien sans avoir directement à la monter dans un boîtier pour se rendre compte que quelque chose ne marche pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus de ça, on va avoir juste à côté un écran debug LED pour vous permettre de voir quand quelque chose se passe mal ou les codes d'erreur éventuellement que vous auriez peut-être du mal à déchiffrer vous-même. Et on va poursuivre directement la connectique avec la plaque Yoshield. Et là, vous allez voir qu'on est quand même plutôt pas mal fourni. Au niveau de l'audio sur cette Yoshield, on va se retrouver ici avec 5 ports jack, dont une entrée, une sortie. Et le reste va concerner particulièrement les home cinéma. On retrouvera également un port SPDIF ou fibre optique audio qui va vous permettre d'obtenir une meilleure qualité audio. Bien entendu, tout ça dépendra quasiment uniquement du chipset audio, mais on y reviendra un petit peu plus tard au niveau de ses condensateurs, etc. On va voir également un USB type C intégré ici, également un USB A 3.2. On va voir également 2 USB 2.0 qui se tapent l'incruste au milieu de toute cette modernité pour vous rappeler que il fut un temps, les USB, ça en avançait pas une. Juste au-dessus, justement, de ces deux antiquités, on va retrouver un port RJ45 en 2,5 gigabits par seconde. Donc, il est largement capable de supporter la plupart des fibres optiques que votre fournisseur Internet peut vous donner. Même si certains, des fois, vous avez des forfaits 10 gigabits par seconde, je pense à certaines personnes. Et du coup, il faut forcément racheter une carte réseau, sinon la carte mère nous limite. Et je trouve que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, on n'ait pas des ports réseau 10 gigabits. Mais c'est une démarche qui est totalement vraie d'ailleurs. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des ports qui dépotent un peu plus. Pour les réseaux internes, c'est déjà pas mal. Et puis pour ceux qui ont la fibre et qui payent vraiment super cher tous les mois, ça leur ferait pas de mal non plus. Et puis pour poursuivre un petit peu sur cette connectique, on va retrouver 4 USB 3.1. Pour ce qui va être de l'affichage, au cas où vous avez un gros APU, on va retrouver ici un DisplayPort et un HDMI. Le DisplayPort peut vous permettre d'afficher jusqu'à de la 5K et l'HDMI, quant à lui, va être limité à de la 4K 30 fps. Mais avec un APU, globalement, vous ne pourrez pas en tirer beaucoup plus. Donc déjà pour la 5K en DisplayPort, je donne pas cher de votre APU. On va retrouver également deux boutons avec un bouton Flash BIOS et un bouton Clear CMOS qui sont toujours très utiles en cas de pépin. Et bien entendu, de quoi fixer les antennes Wi-Fi à la carte mère pour vous offrir la possibilité d'avoir le Wi-Fi et le Bluetooth. En parlant d'ailleurs justement de cette antenne Wi-Fi, c'est vraiment dommage qu'ici on ne retrouve pas les antennes aimantées que Asus fournissent. Je veux dire, on a les deux marques qui communiquent, on a quand même des points forts qui communiquent d'une marque à l'autre. Et là, c'est dommage que justement, on va pas avoir les antennes Wi-Fi qui s'aimantent sur les boîtiers. Et ça, c'était vraiment cool chez Asus. Et malheureusement, on ne le retrouve pas chez ASRock. Donc j'ai pris celle de ma Asus ROG et puis je l'ai mis là parce que c'était clairement plus pratique. C'est un peu dommage justement qu'ASRock n'ait pas pensé à ce petit détail. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect alimentation de cette carte mère puisque pas mal d'entre vous vont s'y intéresser. Et d'ailleurs, je vais directement attaquer avec la partie alimentation et traitement du son de la carte mère. Donc on va parler un petit peu du chipset audio, tout ça, puis on va directement partir sur les VRM, etc. Parce que je sais que ça va être ce qui intéresse le plus de monde. Eh ouais, on fait marcher le watch time ou quoi ici? Donc au niveau justement du chipset audio, on va se retrouver sur la typique ALC 1220 de chez Realtek que vous avez forcément l'habitude de rencontrer. Et puis on va retrouver par contre ici 5 condensateurs qui vont être là pour traiter au maximum le son de toutes ces impuretés et vous offrir la meilleure qualité audio possible. Alors évidemment, ça ne vaudra pas une carte son dédiée, mais je trouve que déjà là, la carte son pour une carte mère de ce gabarit,
est quand même plutôt bonne. Je veux dire, on n'a pas les grésillements habituels qu'on retrouve quand une enceinte est à vide. Quand je dis à vide, c'est que par exemple, vous pouvez avoir des enceintes de très bonne qualité, mais si votre carte mère est éclatée, quand il n'y a pas de son, vous entendez un grésillement permanent qui est juste affreux et qui personnellement me fait vite devenir fou. Et là, le fait qu'il y soit pas, c'est déjà un grand confort. Donc on parle un petit peu de cette zone, justement, j'ai oublié d'aborder la carte réseau qui est derrière tout ça. Et pour une fois, on va avoir une carte réseau Intel qui offre quand même des meilleures performances la plupart du temps que des Realtek, donc ça fait déjà plutôt plaisir. On va se retrouver ici, comme je vous ai dit, avec une Intel i225V, que plutôt une bonne carte réseau sans pour autant valoir évidemment une carte réseau dédiée. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie alimentation de cette carte mère. Au niveau du CPU, on se retrouve ici avec 2 fois 8 pins. Histoire de réguler un petit peu tout ça, on va passer dans les VRM qui comptent 16 phases d'alimentation qui vont jusqu'à 60 ampères chacune. Niveau étage d'alimentation, on est déjà plutôt bien pour l'overclocking. Ça va permettre d'overclocker même les plus gros Ryzen à des fréquences plutôt extrêmes, on va pas se mentir. Mais bien entendu, pour ça, il faut que les VRM soient plutôt bien refroidis. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Pour continuer justement sur l'alimentation de tout ça, on va se retrouver ici avec 24 pins pour alimenter la carte mère et on n'a pas justement de port d'alimentation externe pour alimenter les ports PCI au cas où il y a besoin d'un petit peu de soutien comme MSI a l'habitude de faire maintenant et Asus commence à le faire également. Bon, globalement, ça ne sert pas encore à grand chose. Mais imaginons peut-être que dans certains cas, ça peut être intéressant. Là, on ne va pas avoir la possibilité de le faire. Maintenant, je vous propose qu'on aille tester justement les VRM de cette carte mère pour voir s'ils sont bien refroidis et s'ils sont capables de tenir des tensions de manière plutôt stable. Et pour tester tout ça, ça a été plutôt simple. Je les ai fait tourner 1 heure sur Prime 95. Avec mon Ryzen 5 3600 overclocké à 4 GHz pour 1,312 volts, je les ai fait tourner 1 heure sur Prime 95, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir y comparer à la ROG E Gaming de chez Asus qu'on a l'habitude de voir sur la table de bench. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Comme vous avez dû le voir dans les graphiques, c'est pas forcément par sa stabilité des tensions ou par sa consommation qu'elle va forcément se faire remarquer. Je trouve que c'est ni bon ni mauvais. On va dire que voilà, on est dans une norme assez classique. Par contre, au niveau des températures des VRM, c'est assez colossal, hein. Quand même, on est autour des 50 degrés alors qu'on est à pleine charge pendant 1 heure. J'ai jamais vu une carte mère avec des VRM aussi costauds, on va pas se mentir. Là, je vous donne les températures avec la température de la pièce parce que c'est celle dont je me souviens. Mais globalement, on était autour des 54 degrés avec la température de la pièce. Et puis sans justement la température de la pièce, ça doit vous donner un truc comme 34 degrés ou un truc comme ça. Voire même encore moins sur les graphiques. Mais voilà, globalement, on a vu que par rapport à la ROG E, on n'est pas du tout sur le même genre de dissipateur sur les VRM. Et ça se connaît tout de suite. Peut-être que les pads thermiques utilisés sont déjà un petit peu meilleurs. Et en plus de ça, le radiateur doit être certainement un petit peu mieux fourni pour obtenir ce genre de résultat. Donc ça fait plutôt plaisir de voir que ASRock a mis tout en place ici pour avoir zéro problème à ce niveau-là. Et puis maintenant, on va parler pour finir de l'interface de chez ASRock au niveau des LED, au niveau des logiciels et du BIOS, parce que très peu de gens justement ont des cartes mères ASRock sur YouTube et ceux qui en ont n'en parle pas forcément dans tous les détails. Alors je crois que c'était peut-être important aussi d'en parler. Ce que je trouve bien et dommage à la fois, c'est qu'on irrite un petit peu du côté de chez Asus. Je veux dire, quand vous y allez dedans, ça fait toujours la jungle, c'est toujours rangé avec les pieds. Chez Asus, je trouve que c'est un petit peu comme ça également. Mais là, par contre, contrairement à Asus, toutes les options techniques n'existent pas. C'est-à-dire que chez Asus, vous arrivez dans le BIOS, vous êtes débutant, vous voyez toutes les options qu'il ne faut pas toucher en premier. Et puis quand vous êtes chez ASRock, vous voyez toutes les options qu'il faut toucher, ou pas forcément, mais vous voyez pas les trucs techniques non plus parce qu'ils sont cachés. Et ça, c'est dommage parce que les mecs qui aiment bien overclocker ou qui aiment vraiment bidouiller sur cette carte mère, je pense qu'ils ont dû chercher un moment les options intéressantes parce que personnellement, je les ai même pas vues du premier abord. Et aujourd'hui, il y en a encore certaines que je cherche toujours. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ce que je trouve pas mal, c'est que par contre, au niveau des logiciels, ASRock est plutôt bon parce qu'on va avoir ici 2 logiciels particulièrement intéressants. On va commencer ici avec ATuning de chez ASRock qui va vous permettre d'overclocker directement depuis Windows. Et là, vous avez accès à plus de paramètres d'overclocking. Donc, les gens qui cherchaient certains paramètres peuvent les retrouver dans ce logiciel, histoire d'overclocker. Même si je sais que les plus grands overclockers ici ne passent pas forcément par Windows pour appliquer leurs réglages. Vous pouvez régler toutes les courbes des ventilations depuis Windows et puis ça permet justement de le faire de manière plutôt fiable. Et puis sinon, on va retrouver un deuxième logiciel qui devrait intéresser nettement plus de monde ici. C'est au niveau des LED, on va retrouver Polychrome qui est le logiciel pour gérer le RGB et l'adressable RGB de chez ASRock. Et là, je suis très heureux qu'ils aient pris encore une fois de la graine de chez Asus pour vous offrir un logiciel super stable qui contrôle les LED au doigt et à l'œil et tout ça dans la seconde. Et franchement, c'est juste super cool. Même si je trouve que Harmony Crate de chez Asus a quand même
cette petite poudre en plus, tu vois, c'est vraiment ce petit détail qui fait que c'est encore plus fluide et un peu mieux de s'en servir. Là, on a quand même pas mal d'effets, on a pas mal de possibilités, les réglages sont bien, c'est fluide et en plus de ça, c'est fiable. C'est assez intuitif et c'est plutôt simple à utiliser, donc c'est pas mal. Si je devais faire une petite conclusion sur cette carte mère, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Franchement, je suis plutôt agréablement surpris au niveau du design, déjà parce qu'il y a une rayure sur ma carte mère, bande d'enfoirés, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis plutôt heureux de mon achat ici, puisque cette carte mère est vraiment belle, elle va parfaitement s'intégrer à mon avis dans la configuration finie que j'ai toujours pas vu parce que à l'heure où je vous parle, le custom de boîtier n'est pas encore fini, donc c'est un peu dommage. Mais normalement, ça devrait plutôt bien rendre ici et je pense que tout ça, ça devrait être bien. Autant au niveau des logiciels que du BIOS, ça reste plutôt fiable et franchement, je suis plutôt content. Ça me permettra même de faire des overclocking plutôt costauds par la suite, sans pour autant avoir la goutte de sueur qui coule. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.